Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'endurance et cette fois-ci ce sera une vidéo de présentation du championnat du monde d'endurance que l'on appelle également WEC. Dans cette vidéo nous allons parler de l'origine du championnat, des catégories qui y roulent, même si sur la partie des catégories je ferai une vidéo à part pour détailler les spécificités, les points communs et les différences entre chacune des catégories. Mais bon, là, du coup, là, sur cette vidéo-là, ce sera plutôt un espèce de résumé assez court, on va dire, sur chacune des catégories pour avoir les informations importantes en tête. À la suite de cela, nous parlerons également du calendrier, du format des courses, des arrêts au stand, et donc lié à ça forcément eh bien, des allocations de pneumatiques, parce qu'en effet, on a un nombre de pneumatiques limité. Nous parlerons également du temps de pilotage minimum et maximum pour chacune des catégories. Et enfin, nous parlerons de l'avenir de ce championnat. Ce championnat, eh bien, il fait suite à l'Intercontinental Le Mans Cup qui avait eu lieu en 2010 et 2011. L'Intercontinental Le Mans Cup, c'était un regroupement en fait des courses les plus prestigieuses des différents championnats, eh bien, justement assez hauts, donc c'est-à-dire les Le Mans Series, la LMS ou encore l'Asian Le Mans Series. Et donc, eh bien, le regroupement des grandes courses de ces championnats-là nous donnait eh bien l'Intercontinental Le Mans Cup. Et du coup, eh bien, en 2012, ça a donné la création via une évolution du championnat du monde d'endurance, donc le WEC que l'on connaît actuellement et qui a cette année, pour le coup, 10 ans. Le WEC est un championnat qui fait rouler deux grands types de voitures avec, pour ce qui est des plus rapides, les prototypes qui vont donc chercher de la performance notamment via un poids assez faible puisqu'on est juste au-dessus eh bien, de la tonne pour les hypercars ou juste en dessous pour les LMP2, mais également et surtout d'ailleurs grâce à une aéro qui est vraiment poussée et très efficiente qui leur permet pour le coup de fendre l'air et de générer une aérodynamique assez dingue pour le coup qui leur permet d'atteindre des vitesses pour le coup assez impressionnantes en virage. Et ensuite on a également eh bien, les voitures Grand Tourisme, que l'on appelle plus communément GT, qui elles sont des voitures qui sont dérivées de la route. Alors forcément, vous n'allez pas croiser ces voitures-là avec des ailerons arrière montés comme cela sur la route, mais voilà, il y a juste quelques légers changements qui ont été faits, mais sinon vraiment ces voitures sont basées sur des modèles de route, donc que vous pouvez éventuellement croiser, on ne sait jamais, eh bien, sur la route si vous êtes chanceux. Après avoir passé en revue les deux grands types de voitures qui roulent en championnat du monde d'endurance, on va maintenant passer aux différentes catégories qui roulent dans ce championnat. On commence donc avec la catégorie N, la catégorie Hypercar. La catégorie Hypercar, ce sont des voitures qui composent eh bien, la catégorie reine de l'endurance en général, notamment avec la convergence avec l'IMSA qui fera que on aura une seule et même catégorie reine pour l'endurance dans la globalité en termes du prototype. Donc justement, pour construire eh bien, une hypercar, on a plusieurs possibilités. La première, c'est de concevoir une LMH, une Le Mans Hypercar, qui est construite de A à Z par un constructeur, avec la possibilité d'y mettre un système hybride ou non sur, pour le coup, l'essieu avant. L'autre possibilité pour concourir en hypercar, eh bien, c'est de passer par la plateforme LMDH pour Le Mans Daytona Hybrid, qui est en fait eh bien, un châssis qui est produit par un constructeur agréé. Donc il y en a 4, donc ce sont les 4 constructeurs de châssis LMP2, et ces constructeurs, eh bien, ils mettent en plus sur ces châssis justement leur moteur, leur code stylistique, et on a également l'implémentation d'un système hybride là pour le coup qui est standardisé sur les roues arrière. Et pour ce qui est des deux catégories, enfin des deux types de voitures, c'est-à-dire les LMH et les LMDH, évidemment des équipes privées peuvent s'en engager, ce n'est pas réservé qu'aux constructeurs. Et évidemment dans ces catégories-là, c'est là qu'on a les meilleurs pilotes. Et forcément, ça nous offre, vu qu'on a un niveau qui est hyper serré, de superbes bastons. Après avoir passé en revue la catégorie hypercar, eh bien on va maintenant parler justement de la catégorie à laquelle elle succède, puisque elle succède au LMP1. Là vous voyez à l'écran une Porsche, une Toyota, une Audi, c'était l'apogée de cette catégorie, c'était l'année 2016, lorsqu'on a vu une superbe bataille en piste tout au long de la saison, mais malheureusement l'augmentation des coûts liés à la course au développement a fait fuir Audi et Porsche, Audi en 2016, Porsche en 2017. Et ce problème, eh bien, il est en quelque sorte réglé avec la catégorie hypercar, puisque eh bien, maintenant on vise une performance toujours élevée, mais on a une fenêtre de performance qui a été mise en place et donc en fait qui fait qu'on ne va pas avoir à, on va dire, chercher quelques dixièmes
les derniers dixièmes sont ceux qui coûtent les plus chers, puisque c'est là qu'on doit gratter et bien notamment sur le poids ou encore sur la performance aéro. Et donc là, du coup, vu qu'on a une fenêtre de performance, et bien ce problème a disparu. Enfin, le développement de la voiture en général coûte moins cher. Et pour ce qui est bien justement du développement après la sortie de celle-ci, et bien là aussi, on a une nouvelle réglementation qui fait que maintenant les constructeurs n'ont le droit qu'à 5 évolutions sur les 5 années d'homologation qu'a leur voiture. Et donc là aussi forcément ça limite le développement comme on avait pu le connaître lors de l'ère LMP1 hybride, où là pour le coup à chaque nouvelle saison on avait deux nouveaux kits aéro à chaque fois pour essayer vraiment de faire un saut en performance. Pour ce qui est bien de l'objectif des coûts, on peut dire que c'est globalement réussi, puisque la différence de budget qu'a dû mettre Toyota entre la catégorie LMP1 et la catégorie Hypercar, c'est simplement que le budget a été divisé par 10. On était à 100 millions pour l'année, et là on est passé à 10 millions pour l'année, lors de l'introduction des Le Mans Hypercar l'an dernier. Donc voilà, c'est simplement la démonstration de ce que je viens de vous expliquer précédemment. On passe maintenant à la deuxième catégorie, parce que ceci était une aparté pour vous expliquer l'origine, entre guillemets, de la catégorie Hypercar. Après avoir parlé de la catégorie Hypercar et de son ancêtre, la catégorie LMP1, on passe maintenant à la petite catégorie des prototypes, la catégorie LMP2. La catégorie LMP2, ce sont des voitures qui ont un fournisseur de moteur unique, avec 4 constructeurs de châssis différents homologués, Dallara, Oreca, Ligier et Multimatic, même si à l'époque la voiture qu'ils ont sortie s'appelait Riley. À l'écran vous voyez une Dallara et une Oreca. Et donc ces 4 constructeurs de châssis sont également ceux qui ont été mandatés pour faire et construire les châssis LMDH. Pour ce qui est des équipes qui roulent en LMP2, ce sont des équipes clientes et privées. On n'a pas d'équipe constructeur. Pour ce qui est des pilotes qui y roulent, là aussi, on n'a pas que des pilotes pro, on a aussi des pilotes gentlemen qui roulent. Enfin d'ailleurs c'est obligatoire, c'est-à-dire on doit avoir au moins un pilote silver à minima dans chaque LMP2, mais ça j'y reviendrai aussi dans une vidéo séparée où j'expliquerai la classification des pilotes FIA. On passe maintenant à la troisième catégorie. Il s'agit de la catégorie GTE Pro. Alors la catégorie GTE Pro, comme je l'ai introduit lorsque j'ai parlé de la catégorie Grand Tourisme, lorsque je parlais du type de véhicule qu'on appelle des grands tourismes ou plus communément dans le monde de l'endurance GT, la catégorie GTE Pro, c'est comme son nom l'indique, une catégorie qui s'adresse aux pros et uniquement aux pros. C'est-à-dire qu'en fait, ces voitures sont engagées par des constructeurs officiels, avec forcément, comme son nom l'indique, les meilleurs pilotes de chaque marque qui y concourent, donc les meilleurs pilotes Porsche, Ferrari, Corvette, pour citer par exemple les constructeurs engagés en GTE Pro. Cette année, voilà, ce sont leurs meilleurs pilotes qu'ils ont mis au volant. La performance est maximale et disons que c'est très serré en piste, parce que justement, vu que ce sont des pilotes pro, pour le coup, ça se tient en très peu de temps. On peut ici également avoir des équipes privées qui font rouler des GTE Pro. Forcément, on peut être un peu moins performant, ça paraît évident, parce que les équipes privées n'ont pas le budget des équipes constructeurs, mais voilà, si elles veulent, elles peuvent également venir pour rouler dans cette catégorie-là. Et sinon, pour tous les, on va dire, tous les pilotes gentlemen qui voudraient rouler, on a une catégorie spéciale, on y vient. C'est la catégorie GTE AM. Cette catégorie, c'est tout simplement une catégorie exprès en GT pour les gentlemen, c'est-à-dire en gros, on a 2 pilotes gentlemen obligatoires par équipage, donc ça leur permet de rouler, on va dire, avec des personnes de leur niveau, et également forcément pour ce qui est des équipes, les équipes qui exploitent les voitures, ce n'est pas le niveau des pros, donc là c'est quelque chose de plus adapté pour les équipes privées. On passe maintenant aux différents formats de course, et notamment à l'attribution des points qui est liée, puisque là aussi les courses ne font pas toutes la même durée. On a donc des courses de 6 heures, de 8 heures ou de 1000 miles, et des courses de 24 heures. Alors forcément l'attribution des points change, vous voyez que 6 heures c'est, on va dire, le format classique de l'attribution des points de la FIA, avec 25 points pour le premier, 18 points pour le deuxième, 15 points pour le troisième, etc. Jusqu'à 1 point au dixième. Pour ce qui est de 8 heures, c'est 1,5 fois 6 heures, et pour 24 heures, c'est 2 fois pour le coup le nombre de points de 6 heures. L'un des changements qui a été fait cette année,
eh bien c'est la suppression du 0,5 points pour une course de 6 heures ou du 1 point pour 8 heures et 24 heures de course qui était donné à toute voiture qui finissait. Et là, malheureusement, bah, ça a été enlevé. Donc je trouve ça un peu dommage parce que c'était vraiment, ça récompensait l'esprit d'endurance. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire, et bien justement sur les différentes attributions de points. Donc forcément, si vous ratez votre course de 24 heures, enfin la course des 24 heures du Mans pour le coup, hein, parce que c'est de celle-ci dont on parle, et bien là forcément le championnat est mal embarqué, même si, vu qu'en endurance les courses sont assez longues, même si on a un début de course compliqué, on peut toujours remonter et marquer des points, sachant qu'en endurance, ce qui prime avant tout, c'est l'esprit de finir, et bien pour le coup, la course, quelle que soit la position. On en vient maintenant eh bien, à l'allocation de pneumatiques. Alors, l'allocation de pneumatiques, là aussi, c'est, on va dire, assez simple. En gros, en essai libre, on a 3 trains de pneus, donc 12 pneus. Pour ce qui est des courses de 6 heures ou de 8 heures, eh bien, là aussi, l'allocation diffère. Pour une course de 6 heures, donc ce qui comprend qualification et course, on a 18 pneus, ce qui correspond eh bien, à 4 trains plus 2 pneus, donc c'est 2 pneus pour en cas de crevaison. C'est la même chose pour toutes les catégories sauf les GTA, puisque vu qu'on a majoritairement des pilotes gentlemen qui roulent, ils ont tendance à plus abîmer les pneus, notamment avec des blocages, etc. Donc on leur laisse plus eh bien, de lest à ce niveau-là, puisque ils ont pour le coup 2 trains complets eh bien, en plus. Pour les courses de 8 heures, eh bien, tout le monde a 2 trains en plus, excepté les GTE AM, qui elles, pour le coup, eh bien, elles ont, alors, elles, c'est 2 trains en plus aussi, j'allais dire 3, non, non, c'est 2. 2 trains en plus pour les GTAM aussi, donc simplement, voilà, vu qu'on a 2 heures de plus, on a une allocation qui augmente de 2 trains de pneus, et toujours après, je ne l'ai pas précisé, mais forcément, on a également toujours 2 pneus qui sont en cas de crevaison fournis. En parlant d'allocation de pneus, on va maintenant passer aux arrêts au stand, puisque là aussi, c'est quelque chose d'assez, on va dire, spécifique à ce championnat. On a, on va dire, 4 personnes qui sont autorisées à travailler autour de la voiture en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on fait le plein, on a 4 personnes autorisées à toucher la voiture. Et ensuite, lors de la deuxième phase, puisqu'on n'a pas le droit de faire le changement de pneus en même temps, lorsqu'on change les pneus, là pareil, on a le droit à 4 personnes, mais seulement 2 pistolets autorisés, ce qui fait que forcément les arrêts au stand vont un peu moins vite qu'en Formule 1, mais pour le coup c'est quand même assez spectaculaire parce que les mécaniciens ne doivent pas perdre une seconde pour réussir un arrêt aux alentours des 10 secondes, ce qui est à peu près les temps qu'on fait lorsqu'on change, et bien pour le coup, les 4 pneus dans pour le coup les différentes catégories de ce championnat du monde d'endurance. On passe maintenant eh bien, au temps de pilotage minimum et maximum pour chacune des catégories, puisque là aussi ça diffère un peu. Forcément, pour ce qui est notamment de la catégorie Hypercar ou GTE Pro, vu que c'est une catégorie qui vise des pilotes professionnels, le temps de pilotage minimum eh bien, est plus faible, on est seulement à 40 minutes. Et le temps maximum est à 4h30, alors que pour les catégories LMP2 ou GTEAM, c'est 1h15 pour le coup de temps de pilotage minimum. Et à l'inverse, le temps maximum est plus faible là aussi, puisque c'est 3h30. Ça, c'est pour les courses de 6 heures. Pour les courses eh bien, de 8 heures, là, c'est 1h30 minimum et 5h maximum pour les catégories Hypercar GTE Pro. Pour les catégories LMP2 et GTE-AM, là, on a quelques différences, puisque en LMP2, c'est 2h et 5h maximum, mais en GTE-AM, c'est 2h20 et même 1h30 pour les pilotes qui sont donc classés Gold et Platinum, c'est-à-dire les pilotes les plus rapides, des pilotes qui pourraient être simplement des pilotes constructeurs. Par contre, la limite est de 5 heures, et ce qui est noté aussi, c'est que eh bien, on ne peut pas faire plus de 4 heures toutes les 6 heures. Donc voilà, on n'avait pas non plus le droit de faire 5 heures d'affilée pour le coup éviter les erreurs des pilotes, qui peuvent également arriver lorsqu'on roule trop longtemps d'affilée. On passe eh bien, maintenant aux constructeurs qui sont engagés dans ce championnat, puisque là aussi on en a quand même une belle palette. On a donc eh bien, Aston Martin, nous avons Alpine, on a Corvette, Glickenhaus, Ferrari, Peugeot, Porsche et Toyota. Ça c'est pour, on va dire, les constructeurs actuels. Peugeot, même s'ils n'ont pas encore roulé en catégorie hypercar, eh bien, sont engagés pour cette saison, donc quoi qu'il arrive, ils rouleront au moins une course cette saison, et ils risquent même d'en faire plus, parce qu'on parle qu'ils pourraient commencer dès Monza, ou au pire des cas, à Fuji.
Mais en tout cas, ça c'est la liste des constructeurs actuels qui va, comme je vais vous en parler juste après, énormément pour le coup, eh bien, s'allonger dans les prochaines années. Puisque justement, pour parler de l'avenir de la catégorie Rennes, vous voyez ici la Peugeot qui va rouler, pour le coup, qui va rentrer en piste dans une course du championnat plus tard dans l'année. Comme je viens de le préciser avant, ce sera soit à Monza, soit à Fuji, au pire des cas. Nous aurons également, possiblement aux 8 heures de Bahreïn, si le développement de la voiture s'est passé, on va dire, relativement bien, la Porsche LMDH qui pourrait rouler via le team Penske qui engagerait bien 2 voitures. Donc on verra si ça se fait ou pas. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui est aujourd'hui évoquée par le board de Porsche. On verra si cela se produit. On a également en voitures qui vont s'engager l'an prochain, que l'on a déjà vu, enfin qui sont en négociation pour s'engager l'an prochain, donc la Van Hall Bike OS, puisqu'en fait elle aurait quasiment pu rouler cette année, mais il y a eu des problèmes au niveau des droits de savoir si Van Hall était une marque qui était éligible à rouler, puisqu'en fait il faut que ce soit un constructeur qui roule, et vu que c'est Bike OS qui a racheté le nom, il y a eu un petit imbroglio à ce niveau-là, donc le temps que ça se règle, ou pas, eh bien, soit ils pourront concourir l'an prochain, soit ils ne pourront pas concourir, mais bon, vu la tête qu'a la voiture, ce serait quand même très dommage qu'elle ne puisse pas concourir. Pour ce qui est des autres voitures qui vont arriver, eh bien, voici la liste. Donc, en plus de Porsche et Van Hall que je vous ai montré, on a ensuite, dès l'an prochain, Ferrari qui arrivera aussi en hypercar. Nous aurons également en hypercar Cadillac, donc ces deux-là feront le WEC à coup sûr. Pour ce qui est d'Acura, on devrait normalement les voir au Mans, et après possiblement pour un engagement futur en WEC, mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on les verra au moins, enfin, ils candidateront au moins à courir au Mans, ça c'est une certitude. Nous aurons également Alpine qui va produire une LMDH, comme d'ailleurs Acura ou Cadillac ou Porsche, puisqu'actuellement elle engage une LMP1 qui bénéficie de droits acquis, qui a eu des performances réduites, et qui ne pourra plus concourir l'an prochain. Donc là, vraiment, en 2024, Alpine va revenir avec une voiture, pour le coup, une Alpine qu'ils auront conçue via la plateforme LMDH et qui roulera en leur nom pour les 24 heures du Mans 2024 et le championnat du monde d'endurance également. En autre constructeur qui arrive, nous avons également Lamborghini, dont le nom est évoqué, ça n'a pas été confirmé jusque-là, mais voilà, Lamborghini serait très très prêt en tout cas d'annoncer son arrivée en LMDH en 2024, et donc aussi sa venue au Mans. Après, à voir s'ils voudront s'engager en championnat du monde d'endurance, ça par contre, c'est pas forcément évident. Il y avait également de prévu Audi, mais malheureusement Audi a remisé au placard, ou plutôt a mis en pause son programme, ce qui veut dire en d'autres termes remisé au placard. Donc on verra ce qu'il advient du programme Audi, mais actuellement voilà, le programme Audi est entre guillemets un petit peu mort. Peut-être que éventuellement Lamborghini pourrait récupérer le programme d'Audi pour s'engager, ça aussi c'est une possibilité. On passe maintenant à la dernière partie, il s'agit en fait de l'avenir de la catégorie, des catégories plus exactement GTE, puisque ces catégories-là aussi, surtout la catégorie Pro, sont en quelque sorte en perte de vitesse. Et donc l'ACO et le WEC ont déjà annoncé qu'à partir de 2024, elles seront remplacées par du GT3, tout simplement, puisque en fait, depuis 2018-2019, on a vu l'apogée avec 5 constructeurs présents en WEC, on avait une bagarre de dingue entre BMW, Ford, Porsche, Ferrari et Aston Martin, avec en plus Corvette au Mans. On avait une bagarre de dingue, et là, malheureusement, pour le coup, au fil du temps, là aussi, à cause des coûts d'exploitation qui étaient élevés, les constructeurs, des différents constructeurs, on va dire, sont rentrés au garage. Donc, dans un premier temps, BMW et Ford, et ensuite, dans un second temps, Aston Martin qui les a rejoints. Et Corvette, cette année, se sont engagés en GTE, ce qui fait qu'on a une voiture de plus que l'an dernier. Mais voilà, la catégorie Pro est clairement en difficulté. La catégorie M, elle se porte très bien, mais le problème, c'est que voilà, ce qui fait la figure de proue en GTE, c'est la catégorie Pro. Et donc, il a été prévu en tout cas un changement majeur, c'est-à-dire le remplacement des GTE par les GT3 en 2024. Mais ça, du coup, on aura plus de précision, savoir comment est-ce que s'articulera si on aura deux catégories, si on en aura une seule. Pour l'instant, ce qui est plus sur la table, c'est plutôt comme on a actuellement en LMP2, c'est-à-dire d'avoir une catégorie GT3 et d'avoir dans cette catégorie une catégorie Pro-Am, notamment pour tous les gentleman drivers. Voilà pour ce qui est de l'avenir des catégories Hypercar et GTE. Comme vous avez pu le comprendre, cet avenir s'annonce plutôt bien, puisqu'on a on va dire un large panel de constructeurs
qui veut s'engager eh bien, dans les deux catégories. Et donc on verra comment est-ce que tout cela évolue, mais en tout cas, eh bien, le championnat est sur, on va dire, une nouvelle période dorée qui s'ouvre pour lui. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation du championnat du monde d'endurance vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!